Il y a deux raisons qui expliquent le succès de Barack Obama. La première raison, c'est qu'il a utilisé de nouvelles recettes pour faire de la politique. Sa campagne était mieux organisée que celle de son adversaire, Hillary Clinton. Il a dit d'abord « Je n'accepte pas l'argent des lobbies ». À noter que le comité national démocrate lui a donné raison, puisque pour la deuxième partie de la campagne, les démocrates ont dit « Nous n'utiliserons pas l'argent des lobbies, c'est la garantie d'une politique indépendante ». Il a utilisé le net, et on le sait, 1 500 000 donateurs pour sa campagne, l'argent est le nerf de la guerre. Et ces 1 500 000 donateurs, c'est principalement Internet, plus de la moitié c'est Internet, 265 millions de dollars récoltés, donc il a épuisé Hillary Clinton financièrement, et il a utilisé, c'est le premier cybercandidat, il a utilisé tous les outils du web, hein, les wikis, les débats participatifs, son MySpace, son Facebook, tout a été utilisé, il a été cherché communauté par communauté, mijante.com pour les hispaniques, si vous voulez, c'est le premier, et on peut dire que cette campagne 2008, c'est la première campagne sur le net. Ça sera aussi un des enjeux de la campagne, est-ce que véritablement le net va faire pencher la balance cette année? Et puis la deuxième raison, qui est une raison moins technique, c'est quel est l'espace politique que Barack Obama a utilisé et a occupé. Barack Obama a occupé l'espace politique du changement, on le sait. Et au fur et à mesure de la campagne, il a été obligé de donner un contenu à ce changement. Hillary Clinton, en quelque sorte, s'est placée toute seule dans la position de l'outsider. Elle lui a laissé l'espace politique de changement et elle a fait une sorte de campagne de présidente sortante. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de candidat sortant dans cette campagne, ni président, ni vice-président. Elle s'est mise dans la position de celle qui devait nécessairement être élue. Les Américains n'aiment pas ça. On est dans un État fédéral où le discours anti-washingtonien paye. Et le discours anti-washingtonien, c'est Barack Obama qui l'a utilisé dès le départ en disant oui, je connais mal les rouages de Washington, mais je le connais suffisamment pour savoir qu'il faut changer Washington. Et ce discours a payé. John McCain ne devra pas reproduire les erreurs de Hillary Clinton. Dans son dernier discours, il a fait un discours sur le bon et le mauvais changement, un discours qui peut apparaître convaincant, mais un discours qui présente l'inconvénient de répondre à Barack Obama sur le thème que Barack Obama a choisi. Or, on sait que celui qui choisit le thème à la campagne est celui qui gagne une campagne. Regardez la rupture. Eh bien, le changement, c'est pour le moment le thème principal de la campagne américaine et c'est Barack Obama qui a choisi ce thème. Si John McCain n'est pas inventif et n'impose pas ses propres thèmes, il y a de fortes chances que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est une question très très vaste. Réconcilier l'Amérique avec le reste du monde. Ce qu'on peut dire simplement, et vous le savez, c'est que en politique étrangère, la part des représentations est importante. Or, Barack Obama, qui est non seulement noir, mais qui est surtout transnational, qui a cette image de transnationalisme. Une demi-sœur kenyane, une demi-sœur indonésienne, ayant vécu jusqu'à l'âge de 10 ans en Indonésie. Il a cette image qui n'est pas seulement américaine. Et il le dit, mes réunions de famille, ce sont les Nations Unies. Il peut prendre l'image des États-Unis. Non, il prend l'image des Nations Unies. Ce qui n'est pas forcément un thème payant pour les Américains, mais qui effectivement, pour le monde, est quelque chose d'intéressant. Et on peut dire, le monde vote Barack Obama. D'ailleurs, on l'a vu pour la première fois, les démocrates ont voté lors de ces primaires. Les démocrates abroad, la démocratie abroad a émergé. Et ces démocrates de l'étranger, censés la perception que l'étranger se fait de leur pays d'origine, eh bien, ils ont voté Barack Obama. Par exemple, en France, plus de 75% des démocrates français ont voté Barack Obama. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, est-ce que Barack Obama sera capable de réconcilier l'Amérique avec elle-même après les années de division de George Bush? Et là, il y a un élément qui est très intéressant. Avant même qu'il soit élu ou que McCain soit élu, on peut déjà donner un élément de réponse à cela. En regardant quels sont les colistiers que chacun des deux va choisir. Eh bien, Barack Obama va probablement choisir un WASP, quelqu'un qui contraste avec son identité de minoritaire. Et il va choisir peut-être Jim Webb, peut-être Daschle, peut-être Ted Strickland, en tout cas un WASP un peu âgé qui symbolisera cette Amérique majoritaire mainstream. Mais dans le sens inverse,
John McCain, lui, devra corriger son image de WASP et il devra, lui, choisir probablement un minoritaire. On parle beaucoup de Judal, l'Indien, qui est gouverneur de la Louisiane. Et c'est intéressant parce que c'est une manière de dire, eh bien, l'Amérique aujourd'hui, chacun en Amérique a besoin de l'autre. La majorité a besoin des minoritaires, les minorités ont besoin de la majorité, chaque identité a besoin de l'identité inverse. En quelque sorte, c'est une première victoire du discours de Barack Obama. Le facteur racial, oui, il est surestimé, même s'il est important aux États-Unis. Deux exemples. Le premier, c'est la primaire. On sait que si on avait eu un scrutin majoritaire au sein du Parti démocrate, c'est Hillary Clinton qui l'aurait emporté. Elle l'aurait emporté suite au Super Tuesday. Or, c'est un scrutin proportionnel chez les démocrates en majorité. Et bien, donc, c'est Barack Obama qui l'a emporté. Est-ce que ça veut dire que les Américains sont plus sexistes que racistes? Hillary Clinton l'a dit, oui, j'ai été victime de sexisme. Mais vous voyez que quand on philosophe sur les identités aux États-Unis, il faut être prudent. C'est le détail du scrutin, c'est l'élection en elle-même qui conditionne aussi la victoire. Deuxième élément, on voit pour le moment effectivement un noir, Barack Obama, et on se dit est-ce que l'Amérique est prête à élire un candidat noir? Et il n'est pas certain qu'au fur et à mesure des mois, les Américains voient plus les identités générationnelles que les identités raciales. Quand ils auront vu plusieurs fois à la télé d'un côté John McCain, 72 ans, de l'autre côté Barack Obama, 47 ans, ça sera peut-être plus dans un régime présidentiel où la question des personnalités, de l'image, de l'identité compte. Est-ce que ça ne sera pas plus le fait de choisir plutôt l'image d'un père ou plutôt l'image d'un fils qui conditionnera le vote aux États-Unis, plutôt que se dire il y a d'un côté un blanc et de l'autre côté un noir. 25 ans d'écart entre les deux, l'un qui jouera sur justement l'image du père en disant le monde est un monde dangereux, choisissez quelqu'un qui vous rassure. Et puis Barack Obama, lui au contraire, dira je suis jeune, l'Amérique est jeune, c'est un pays qui doit aller de l'avant. Il parlera d'audace et il dira il faut faire reculer le parti de la peur. Donc, vous voyez, cette identité générationnelle sera peut-être plus importante que l'idée raciale dont tout le monde parle, que tout le monde a en tête, bien évidemment, aujourd'hui. John McCain n'a pas intérêt à concentrer ses intérêts sur la question raciale. D'abord parce que John McCain n'a jamais fait ça dans sa carrière politique. C'est quelqu'un qui a eu une carrière politique droite. Il a plutôt subi ce genre d'attaque, pas sur la race, mais sur George Bush. On se rappelle de sa campagne très dure avec George Bush. Et l'équipe de Bush n'hésitait pas à même faire de lui un lâche, alors que c'est un héros du Vietnam. Et donc probablement pas de John McCain, mais probablement de l'équipe. Et les républicains ont toujours fait ça. À l'époque de Dukakis, ils disaient mais Dukakis, on ne comprend pas Dukakis ce que ça veut dire, c'est un mot compliqué. Donc ils vont jouer les jeux de mots sur Barack Hussein, Osama. Il y aura ça dans la campagne, il y aura ça sur le net. On sait qu'un Américain sur 10 aujourd'hui pense que Barack Obama est musulman. Donc pour Barack Obama, ça sera un des enjeux, il faudra qu'il corrige ça, et notamment par des campagnes antivirales sur le net. Il devra corriger cette image, ça sera un enjeu de la campagne. Mais n'oublions pas que cette campagne probablement se jouera sur les questions économiques et sur les questions de l'assurance santé. Et que les dynamiques de l'élection générale ne sont pas les mêmes que les dynamiques de l'élection primaire. Un exemple, si lors d'un débat, Hillary Clinton apparaissait comme plus convaincante sur les questions d'assurance santé, parce qu'elle connaît très bien le dossier, que Barack Obama, eh bien Barack Obama dans la campagne générale, il y a fort à parier qu'il apparaîtra comme faisant des propositions plus pertinentes que John McCain sur ce même thème. Vous voyez, quand on dit « Ah, mais est-ce que les ouvriers blancs, est-ce que les pauvres vont voter pour Barack Obama qui apparaissait comme élitiste au cours de cette campagne par rapport à Hillary Clinton ?» Eh bien, il faudra penser que les dynamiques de l'élection générale sont différentes. Et puis le deuxième point important, c'est qu'une élection aux États-Unis se joue sur des questions aussi, pas sur des questions locales, mais se joue localement. D'ailleurs, Obama ne s'y est pas trompé. Son discours de victoire mardi suite aux dernières primaires, c'était un discours qu'il a fait dans le Minnesota. Et le Minnesota, c'est un État qui est vote démocrate, mais qui, il y a 4 ans, a failli pencher du côté de George Bush à 3% près. Et le Minnesota, c'est l'État choisi par les républicains,
pour leur convention de septembre. Donc les dynamiques locales, plus importantes peut-être que les débats philosophiques aux États-Unis.